Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. C'est soir de fête rue Boissy-d'Anglas dans le 8e arrondissement de Paris en cette soirée du 10 janvier 1922. On célèbre au numéro 28 l'ouverture d'un nouveau cabaret. Dans la petite salle aux lumières tamisées, la bohème parisienne écoute le pianiste Darius Milhaud jouer du Gershwin, accompagné à la batterie par Jean Cocteau, poète mondain des plus volubiles, qui s'essaye depuis peu à la caisse claire. Ces deux amis sont d'ailleurs les créateurs d'une farce musicale donnée 2 ans plus tôt à la Comédie des Champs-Élysées, dont Louis Moisès, le patron du cabaret, a repris le nom pour son établissement, le Bœuf sur le Toit. Après avoir troqué ses baguettes contre des coupes de champagne, Cocteau fait des accolades et offre ses bons mots aux convives, pour la plupart ses amis, et pour la grande majorité des créateurs qui animent l'effervescence culturelle de l'époque. Mais l'un de ses amis, justement, manque bientôt à l'appel. Il s'agit de Raymond Radiguet. Pourtant, il était là pendant toute la soirée pour l'inauguration privée en petit comité quelques jours plus tôt. Il y avait aussi Pablo et Olga Picasso, la peintre Marie Laurencin et le sculpteur Brancusi. Mais ce soir-là, le sculpteur et Raymond ont décidé sur un coup de tête de partir vers le soleil de Marseille. 2 jours plus tard, il batifolent en Corse aux grandes dames de Cocteau, déçu, vexé surtout que M. Bébé, comme certains l'appellent, ce jeune écrivain dont il vante partout les mérites depuis qu'il l'a rencontré, ait pris la liberté d'une virée et cultive sans même y penser le raffinement de ne pas être là où on l'attend. Mais Cocteau sera vite rassuré. Radiguet rentre 10 jours plus tard et devient vite l'un des plus fidèles habitués du Bœuf sur le Toit, s'employant à faire grossir une ardoise qu'il aura parfois du mal à payer. Car contrairement à Picasso ou d'autres camarades, peintres reconnus ou poètes nantis, Radiguet n'a pas d'argent. Comment en aurait-il d'ailleurs, lui qui n'a que 18 ans, quand tous ses artistes d'amis en ont 10 ou 20 de plus? Comme vous allez le voir, Raymond Radiguet est un être à part. Modeste parmi les bourgeois, jeune parmi ses aînés, parfois grave dans l'insouciance ou encore, comme le décrivent ces biographes que nous recevons aujourd'hui, sérieux dans les années folles. Oui, Raymond Radiguet n'est pas né dans les beaux quartiers parisiens, mais en 1903 à Saint-Maur, qui est alors une banlieue quasi campagnarde. Il grandit sur les bords de la Marne, dans une famille ni pauvre ni opulente, bien trop jeune pour être appelé sous les drapeaux quand éclate la Première Guerre mondiale en 1914. Il suit sa scolarité pendant que les obus pleuvent sur l'est de la France. Il intègre à 13 ans un lycée parisien dont il est assez rapidement renvoyé pour indiscipline, puis continue de forger son esprit par la lecture des classiques de la bibliothèque familiale. « Quand j'aurai lu tous les livres, j'en écrirai un pour avoir quelque chose à lire », écrira-t-il un jour. C'est qu'il a déjà commencé à poser textes et poèmes sur ses cahiers d'écolier. En même temps, le jeune Raymond continue de se rendre régulièrement à Paris pour ses cours de dessin ou pour apporter à divers journaux les croquis de son père, caricaturiste de presse. Plutôt frêle, le teint pâle, son regard perçant surmonté d'épais sourcils donne une certaine gravité à son allure juvénile. Il n'est qu'un adolescent, mais affiche une certaine assurance, comme lorsqu'il propose à André Salmon, directeur des pages artistiques d'un journal pour lequel travaille son père, quelques-uns de ses poèmes. Salmon, charmé, recommande le jeune homme auprès de Max Jacob, peintre et poète, qui côtoie tous les artistes d'alors. Entre quelques dessins ou articles de presse, le jeune Radiguet se mêle au milieu culturel qui agite l'époque, entre les 2 pôles que sont Montmartre et Montparnasse. Il correspond avec l'écrivain Tristan Tzara, rencontre le musicien Éric Satie, les peintres Modigliani ou Juan Gris, se rapproche un temps de l'irrévérencieux milieu dadaïste et envoie même des lettres et des poèmes apollinaires qu'il admire. C'est justement lors d'une matinée poétique donnée en hommage à Apollinaire, récemment décédé, que beaucoup remarquent Raymond Radiguet. Nous sommes le 8 juin 1919 à la galerie de l'Effort moderne, rue de la Baume. Comme d'autres, Raymond lit quelques vers et regagne l'assistance en affichant une certaine froideur, faisant dire au poète Aragon, je le cite, qu'il semblait tuer des yeux absolument toutes les personnes présentes. Aragon n'est pas le seul à être intrigué par cet adolescent. Jean Cocteau, homme de lettres et homme du monde évidemment, présent à ce grand raout poétique, le reçoit bientôt chez lui. Quelques jours plus tard,
le domestique annonce à Cocteau qu'un enfant avec une canne, dit-il, l'attend à la porte. L'enfant Radiguet charme totalement le poète, plus par son esprit et son talent que par la contenance qu'il se donne avec ses quelques accessoires de dandy. En plus d'une canne, c'est un monocle fabriqué avec un verre de lunettes, il est en effet très myope, que Radiguet arbore bientôt dans la société parisienne. S'il y a déjà des accointances, c'est bien avec la bande dont Cocteau est l'orchestrateur qu'il sort désormais. Les musiciens Georges Auric ou Darius Milhaud, en passant par le couple d'artistes Valentine et Jean Hugo, l'écrivain Paul Morand, la peintre Marie Laurencin, jusqu'à la pianiste et mécène Misia Certes, le chorégraphe des ballets russes Serge Diaghilev ou la styliste Coco Chanel, entre autres, une joyeuse bande s'étoffe avec le temps pour créer et s'amuser à l'envi. Tous commencent par déguster quelques cocktails explosifs avant de se divertir au théâtre, au cirque, à la fête foraine ou dans les music-halls, puis de poursuivre les soirées entre bringues poétiques et fulgurances éthyliques. Raymond Radiguet rate souvent le dernier train pour Saint-Maur et disparaît seul dans la nuit quand il ne s'en va pas la finir sur le plancher de ses amis. Dans ce groupe aux fortes personnalités, Radiguet se détache par contraste. Il brille souvent par ses silences, qui ne rendent ses bons mots que plus percutants. Parfois renfermé, grave, son âme mystérieuse attire. Ainsi, Jean Hugo confie que, je cite, « Radiguet avait pris parmi nous, peut-être à notre insu, cette première place qui lui revenait. » À partir de 1921, la bande s'établit dans le minuscule bar Le Gaïa du quartier de la Madeleine, dont le patron Louis Moses, encouragé par le succès de l'établissement, ouvre l'année suivante, comme je vous le disais en ouverture, le Bœuf sur le toit, point de ralliement qui deviendra celui du tout Paris, où sont du jazz débarqué d'Amérique. Rire, aimer, penser, créer, poétiser, on ne fait que cela. Bien loin des considérations politiques dans une France d'après-guerre dirigée par des vieillards qui portent leurs louanges aux anciens combattants, le patriotisme et les réparations de guerre comme seuls étendards, alors que ce qui reste de jeunesse après la saignée des tranchées a bien l'intention d'en profiter. Mais Radiguet ne fait pas que se divertir. Il écrit beaucoup. Son premier recueil de poèmes, Les Joues en feu, paraît en 1920. Il fonde avec Cocteau la revue Le Coq, livre des critiques et articles, participe à la conception d'un ballet, et quand il ne s'occupe pas des recherches préparatoires pour un ouvrage sur Balzac de l'écrivain Blaise Cendrars, il crée une pièce de théâtre, Les Pélicans, qui ne rencontre, il faut bien l'avouer, pas beaucoup de succès. Radiguet aime les fêtes et le whisky, mais il n'en est pas moins un auteur prolifique, et cela va bientôt porter ses fruits. La gloire ne vient pas du théâtre ou de la poésie, mais d'un roman. Un roman que Radiguet a commencé à écrire alors qu'il avait à peine 17 ans. Bien qu'il s'agisse d'une fiction, il s'inspire de sa propre expérience. Une aventure amoureuse pendant la guerre avec une femme qui, en plus d'être plus âgée que lui, était fiancée à un soldat engagé sur le front. Ce roman, il a pour titre « Le diable au corps ». 2 ans après avoir écrit la première ligne, au mois de mars 1922, Raymond Radiguet est reçu par l'éditeur Bernard Grasset en compagnie de Jean Cocteau. Un contrat est signé. Même si Grasset demande quelques corrections et surtout sur la fin du roman, Radiguet profite de ses premiers émoluments pour s'acheter un manteau en poil de chameau et festoyer avec quelques amis, puis s'attelle à la tâche. Et c'est finalement au début de l'année 1923 qu'il rend sa copie. L'éditeur est plus qu'enchanté. Pour la première fois de ma vie, j'eus la certitude de me trouver en présence d'un génie, dira Bernard Grasset. Et pour lancer ce qu'il estime être un chef-d'œuvre, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Au début du mois de mars 1923, le visage de Raymond, photographié par Man Ray, s'affiche sur les bandeaux qui ornent les piles d'ouvrages entassés dans les librairies. Il y a aussi des affiches et les bonnes feuilles dont Grasset inonde les journaux. Comme si cela ne suffisait pas, les actualités Gaumont diffusent dans les salles de cinéma des images du jeune Radiguet entrant dans le bureau de son éditeur. Bernard Grasset accueille chaleureusement l'auteur, puis une secrétaire apporte les contrats que les 2 hommes paravent joyeusement. La scène est factice, un simulacre, joué pour la seule réclame, annoncé par le tonitruant slogan « Le plus jeune romancier de France », rien de moins. C'est du jamais vu. Le monde littéraire ne parle que de Radiguet et de ce roman que pour l'instant peu de gens ont lu. Ce tapage inédit agace.
Les doctes académiciens s'indignent que de la littérature soit vendue comme un vulgaire savon, tel celui de la marque Cadom, dont le bébé mascotte s'affiche à l'époque sur tous les murs. Le surnom de Radiguet est tout trouvé, le bébé Cadom de la littérature. Mais cela fonctionne. En une semaine, le premier tirage du Diable au corps est épuisé. Tout le monde en parlait, désormais, tout le monde le lit. Beaucoup de commentateurs reconnaissent à Radiguet du talent, mais certains fustigent l'inconséquence du narrateur annonçant tout de go dès la première page que la guerre fut pour lui, je cite, 4 ans de grandes vacances. Ce héros adolescent qui découvre l'amour et le désir auprès d'une femme plus âgée et déjà engagée avec un pauvre soldat qui croupit sur le front se révèle parfois cruel, manipulateur. Lui qui vit son insolente liberté d'aimer grâce au sacrifice de ceux qui meurent dans la boue pour la patrie. Des anciens combattants s'insurgent que le roman obtienne 2 mois plus tard le prix du Nouveau Monde récemment créé qui garantit une traduction en anglais et une diffusion aux États-Unis. Il faut dire que Max Jacob et Jean Cocteau étaient dans le jury. Certains s'offusquent donc, mais même parmi les rageurs, on concède parfois que l'écriture de Raymond Radiguet est résolument novatrice. Derrière un style apparemment classique, c'est l'absence de fioriture qui est audacieuse. Comme Radiguet l'écrit lui-même, en cette période d'extrême complication comme la nôtre, écrire comme tout le monde, quand chacun s'efforce d'écrire comme personne, est considéré comme une insolence. Loin des dadaïstes ou du surréalisme naissant qui veulent mettre à bas les conventions, c'est une sorte de sobriété de la langue qui fait œuvre de modernité, quand bien même Radiguet accumule les imparfaits du subjonctif que l'écrivain François Mauriac moque gentiment dans son célèbre bloc-notes, tout en louant, je ne fais que le citer, la pureté et la lucidité prodigieuse de l'auteur. Cette pondération du style correspond aussi à une étonnante justesse, une maturité dans l'analyse du sentiment et du désir. Ainsi, un si jeune écrivain débutant dans la vie comme dans les choses de l'amour peut-il assurer, par exemple, « Nous croyons être les premiers à ressentir certains troubles, ne sachant pas que l'amour est comme la poésie et que tous les amants, même les plus médiocres, s'imaginent qu'ils innovent. » Quelle étonnante distance, quelle troublante précocité pour un écrivain de 19 ans. Cette clairvoyance, loin de l'emportement romantique qu'on imagine devoir attendre de la jeunesse, fait que Raymond Radiguet est parfois raillé pour être en réalité intérieurement vieux, comme s'il manquait de jeunesse. D'ailleurs, comme s'il avait anticipé ses critiques, il écrivait avec ironie dans une lettre en 1921 « Je fais des poèmes de très vieux monsieur, à cette différence près qu'aucun vieux monsieur ne saurait les faire. » D'aucuns critiquent aussi son cynisme, d'autres son immoralité en plus de son anti-patriotisme, mais beaucoup le jugent, si ce n'est génial, au moins remarquable. Le fait est qu'en 3 mois, 100 000 exemplaires du Diable au corps sont vendus. Radiguet est célèbre. Il est l'étoile montante de la littérature et a déjà quasiment fini un 2e roman, sans savoir encore qu'il ne sera pourtant qu'une étoile filante. Le succès est donc au rendez-vous en ce printemps 1923. Radiguet peut continuer à aider financièrement sa famille, s'installer dans un bel hôtel de la rive gauche, tout près du jardin du Luxembourg. Il voyage en Angleterre et profite de sa situation à Paris. Il s'éloigne de Jean Cocteau, qui loue partout son génie digne de Rimbaud, dit-il, et clame dans les salons que le prochain roman de Radiguet est, je cite, « plus beau que Proust, plus vrai que Balzac ». Cocteau et ses hyperboles l'agacent à trop le vanter, même si son admiration est sincère. Cocteau se pose d'ailleurs en élève plutôt qu'en mentor et s'est aussi essayé à l'écriture romanesque influencée par son jeune et prodigieux ami. Cocteau le dira lui-même dans un ouvrage bien des années plus tard « J'aime les autres et n'exister que par eux ». Un petit côté sensu qui, dans le cas de sa relation avec Radiguet, se double dans ce qui semble bien être de la jalousie. Ainsi Cocteau, probablement amoureux, se lamente dans une lettre « Bébé vicieux, il aime les femmes ». Car oui, sans que l'on ne connaisse la réelle teneur et les détails des expériences sensuelles de Raymond Radiguet, il est certain qu'il aime séduire les dames qui le lui rendent bien. Telle la fantasque muse, poétesse et critique Béatrice Hastings, de 20 ans son aînée. Imbibée de désir et de passion autant que de champagne et de cocaïne, elle l'a inondé de lettres énamourées pendant une relation quelque peu orageuse. Il y a aussi et surtout la jeune Bronia Perlmutter, d'origine russo-polonaise, débarquée à Montparnasse en 1922. Elle pose pour les peintres en rêvant de devenir une grande pianiste.
Radiguet la rencontre dans un bal à la mode. Ils s'aiment, s'installent ensemble à l'hôtel, songent même à se marier, pendant que Cocteau fait des scènes et aurait même menacé de jouer de ses relations pour la faire expulser de France. Entre l'agitation de la célébrité, les soubresauts de l'amour et les vapeurs de whisky ou du laudanum que Radiguet consomme à l'occasion, il lui faut trouver le temps et le lieu pour achever son deuxième opus. Comme il l'a régulièrement fait ces dernières années, le jeune écrivain va donc passer la belle saison sous le soleil méridional dans le village de Piquet sur la presqu'île entre l'océan et le bassin d'Arcachon qui constitue alors un Éden quasi désertique peuplé d'oiseaux, d'huîtres et de pêcheurs. Il pose ses valises à l'hôtel Chanteclair avec Jean Cocteau qui, malgré ses crises de jalousie, demeure un ami précieux et un poète que Raymond respecte et admire. Les compagnons habituels y séjournent aussi, Jean et Valentine Hugo, Georges Auric et bien d'autres. Entre deux morceaux de piano, Auric, installé sur le balcon de bois, tape à la machine à écrire le manuscrit de ce roman que Radiguet lui dicte. Il s'intitule « Le bal du comte d'Orgel ». Comme pour son premier livre, il s'inspire de sa propre expérience, notamment celle des fêtes du comte Étienne de Beaumont, artiste et mécène qu'il a fréquenté à Paris. Celle d'un monde où l'on n'évoque guère la politique pour se concentrer sur la vie sentimentale. Radiguet s'inspire du roman La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, toujours ce goût des classiques, pour produire un récit où ce ne sont pas les événements qui comptent, mais la réaction des personnages face aux événements, afin d'analyser leur psychologie sur fond de triangle amoureux impossible. À Piquet, comme souvent lors de ses villégiatures loin de Paris et du bœuf sur le toit, Radiguet change de rythme, remplace le whisky par de l'eau et du lait, s'astreint à une certaine discipline de travail associée à des balades et des bains de mer ou des bains de soleil sur la plage. Il cherche à prolonger ce moment afin de profiter du calme fécond des lieux. En plus de terminer le bal du comte d'Orgel qu'il lie à ses amis conquis, il prépare une biographie du poète du XVe siècle, Charles d'Orléans. Il se fait également envoyer par son frère ses notes prises sur ses poèmes pour écrire une préface en vue d'une nouvelle édition. Et a posteriori, on ne peut s'empêcher de penser aux mots que Radiguet mettait dans la bouche du narrateur de son premier roman, Le diable au corps. Un homme désordonné qui va mourir et ne s'en doute pas, mais soudain de l'ordre autour de lui. Sa vie change, il classe des papiers, il se lève tôt, il se couche de bonne heure, il renonce à ses vices. Son entourage se félicite. Aussi sa mort brutale semble-t-elle d'autant plus injuste. Il allait vivre heureux. Mais Raymond Radiguet n'aura pas le temps de vivre heureux. Cocteau a dit de lui qu'il n'aimait que l'idée de vieillir, comme d'autres disent quand j'étais jeune, il disait quand je serai vieux. Il attendait la minute où son âme et son physique seraient d'accord. Cette minute n'arrivera jamais. Il ne sera jamais vieux. À l'automne 1923, Raymond Radiguet rentre à Paris. L'incorporation pour le service militaire approche, mais son éditeur Bernard Grasset lui obtient un sursis pour finaliser Le bal du comte d'Orgel. Mais il est tombé malade et doit s'éliter. Le médecin envoyé par Cocteau diagnostique une grippe, prescrit des grogues et du repos. Mais son état empire. Lorsqu'un autre médecin est appelé à son chevet, il ne peut que constater la gravité de la situation. C'est une fièvre typhoïde dont souffre d'ailleurs au même moment son amie Valentine Hugo. Elle s'en remettra, mais ce n'est malheureusement pas le cas de Radiguet. Nous sommes au début du mois de décembre quand Raymond entre en clinique. Il emporte les épreuves de son roman pour d'ultimes corrections, mais son état s'aggrave rapidement. Il meurt au matin du 12 décembre 1923. Il avait 20 ans. Pour tous ceux qui l'ont connu, c'est évidemment un cataclysme. 2 jours plus tard, la foule est immense dans l'église Saint-Honoré-des-Laux. Tout le milieu artistique vient lui rendre hommage. Gabriel Chanel a réglé les frais de la clinique, mais il y a certes ceux des funérailles. Louis Moisès efface l'ardoise du bœuf sur le toit. Jean Cocteau, abattu, n'a quant à lui-même pas la force de venir pour un ultime adieu. Dans l'église, les fleurs sont blanches, tout comme le sont les tentures et le tissu qui recouvrent le cercueil. Blanc aussi le drap qui orne le corbillard, blanche la robe des chevaux qui le tirent en direction du Père-Lachaise. Le blanc est la couleur liturgique pour la mort d'un enfant. L'enfant avec une canne que Radiguet est condamné à rester. Parce qu'au ciel on garde l'âge que l'on avait en arrivant, comme le dit l'un de ses poèmes. Les années folles continueront sans lui.
Trop mûr pour être vieux, Radiguet demeurera, à l'image d'un Rimbaud, l'archétype du prodige parti trop tôt. Jean Cocteau et Joseph Kessel corrigent les dernières épreuves du bal du comte d'Orgel, publié 7 mois plus tard avec succès. Cocteau se chargera des années durant de bâtir la légende Radiguet, ce jeune écrivain qu'il a tant aimé. Raymond Radiguet nous a laissé de nombreux textes et poèmes, 2 romans, et le premier dont l'adaptation cinématographique en 1947 créera peut-être autant, voire plus, de scandales que l'original. C'était après une autre guerre mondiale. Comme un étrange recommencement des cris contre l'immoralité ou des plaintes d'anciens combattants. Les après-guerres se ressemblent, mais les temps finalement changent, puisque le diable au corps a désormais intégré les programmes scolaires. Quoi de plus logique que ceux qui le lisent aujourd'hui aient le même âge que celui qui l'a écrit. Europe 1, historiquement vôtre. Chloé Radiguet et Julien Sandre, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Grasset publie cette année l'édition définitive des œuvres complètes de Raymond Radiguet que vous avez établies ensemble. En cette année de double centenaire de sa mort et publication du Diable au corps, qu'est-ce que ça représente de faire publier son œuvre par la maison Grasset ? Julien ? Écoutez, c'est l'impression de réparer une sorte d'erreur historique. Je pense que Raymond Radiguet n'aurait pas la gloire qui est la sienne aujourd'hui si Bernard Grasset n'avait pas cru en son talent, n'avait pas fait tout ce qu'il faut pour l'installer au panthéon des lettres françaises. Au fil du temps, les œuvres de Radiguet se sont trouvées dispersées chez différents éditeurs et nous avons eu la chance de pouvoir, après avoir fait ce travail, cette édition définitive des œuvres complètes de Raymond Radiguet, nous avons eu la chance d'être accueillis à bras ouverts aux éditions Grasset qui ont considéré qu'en effet cet auteur devait intégralement appartenir au fond de la maison et nous avons été remerciés beaucoup d'avoir eu cette idée de ramener finalement Raymond Radiguet chez Grasset. Dans sa maison. Chloé Radiguet, Julien Sandre, vous publiez ensemble Raymond Radiguet, un jeune homme sérieux dans les années folles aux éditions Robert Laffont. Pourquoi ce travail à 4 mains ? Comment vous complétez je ne sais pas qui répond, Chloé, Julien ? Moi, je voulais depuis longtemps faire quelque chose autour de Radiguet. Et en fait, comme c'est une mémoire familiale, donc une mémoire affective aussi, j'avais besoin de quelqu'un pour garder la bonne distance. Et Julien Sandre, que j'avais rencontré quelque temps avant, a été la bonne personne. Et vous, Julien, comment vous avez abordé ? Pourquoi Radiguet ? Bien, Radiguet, évidemment, m'a passionné dès l'adolescence, comme beaucoup de mes contemporains, je pense. Et quand j'ai rencontré Chloé Radiguet, j'ai pensé que ce qu'elle me disait, ce qu'elle me racontait de Raymond Radiguet, permettait d'avoir un éclairage justement très intéressant. Faire une biographie en soi de quiconque, d'ailleurs, ne m'intéressait pas beaucoup. Là, ce que je trouvais intéressant, c'était de pouvoir ajouter à la recherche documentaire, à la recherche historique, qu'on fait toujours très sérieusement quand on écrit une biographie, d'ajouter justement cette sensibilité, ce regard, cette mémoire familiale, les anecdotes que le père de Chloé lui a racontées. Et donc, je pensais que ce double regard permettrait peut-être de faire vivre davantage Raymond Radiguet. Mais ce qui est formidable, c'est sur la couverture de la biographie que vous lui consacrez ou celle des œuvres complètes, il y a des clichés de Raymond Radiguet par Man Ray, un visage très juvénile, mais un garçon très sérieux et aux allures de dandy, véritablement. Oui, absolument. Ces photos de Man Ray sont absolument magnifiques. Elles sont prises à 2 époques différentes. Celle qui illustre la couverture de la biographie date de 1921. Celle qui illustre les œuvres complètes est de 1923. Et donc on voit la maturité, on voit le visage qui change. Je trouve particulièrement troublante celle qui illustre la biographie parce qu'il y a dans le cadre, nous sommes à la radio, mais pour ceux qui pourront voir le livre, il y a une part d'ombre, oui, c'est-à-dire que le visage de Radiguet est moins important que l'ombre. L'ombre portée, en fait, voilà. L'ombre portée. Et je trouve très intéressant cette manière d'avoir
montrer aussi la part d'ombre. Radiguet est à la fois dans la lumière, et son roman Le Diable au corps est dans la lumière, et le reste de son œuvre est resté davantage dans l'ombre. Donc cette photographie nous a beaucoup semblé pertinente. Et vous, Chloé Radiguet, qu'est-ce qu'évoque pour vous ces clichés de Man Ray? Le regard de Man Ray, mais aussi la présence assez formidable, en silence comme dans la vie, de Raymond, parce que son visage est très apparemment dénué d'expression, et il est pourtant tellement vivant et présent. Radiguet a connu un immense succès à 20 ans, a été beaucoup renvoyé à son jeune âge, ce dont j'imagine il avait horreur. Chez lui, les notions de jeunesse et de vieillesse sont assez singulières d'ailleurs. Qu'est-ce que représentait l'âge pour Radiguet? C'est quoi son rapport au temps qui passe? Puisque on disait qu'il avait des idées de vieux monsieur. Je crois que l'âge lui importait peu. Il n'avait pas ce rapport au temps qui est le rapport de la plupart d'entre nous. La plupart de ses amis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, étaient beaucoup plus âgés que lui. Ses amis, y compris les plus âgés, je pense à Éric Satie par exemple, étaient très impressionnés par ce très jeune homme dont il disait qu'il avait un charisme tel qu'on osait à peine parler devant lui, ce regard sérieux, cette profondeur, ce silence. Voilà, et lui-même parlait du temps parfois, mais pour dire qu'il espérait en effet devenir vieux. À d'autres moments, il dit qu'il se sent déjà vieux. Enfin, c'est quelqu'un qui, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, a un rapport au temps assez singulier et qui a beaucoup frappé son entourage. Vous avez titré la biographie que vous signez ensemble, Un jeune homme sérieux dans les années folles. Qu'est-ce que vous vouliez montrer à travers ces mots, Chloé Radiguet? Que pendant ces années folles, tous les artistes collaboraient ensemble, travaillaient, qu'ils faisaient beaucoup la fête, ils se fréquentaient dans la vie, ils étaient des amis, mais ils travaillaient aussi beaucoup. Et quant à Raymond, qui a eu une réputation de paresseux absolument fausse, la réalité le prouve. Il a quand même laissé près de 1000 pages manuscrites dans des genres très différents, et pour ça, il faut beaucoup de travail. À la mort de Raymond Radiguet en 1923, Jean Cocteau a forgé et raconté pendant 40 ans la légende Radiguet. Celle notamment d'un jeune homme paresseux dont vous nous parliez, Chloé Radiguet. Qu'avait-il à gagner en forgeant cette légende? Est-ce qu'à votre avis, il a terni la réputation, l'image de Radiguet, ou est-ce qu'il l'a mis sur un piédestal, Julien? Je crois que c'est un peu les deux choses. Il a véritablement construit, bâti une légende après la mort de Raymond Radiguet, bien sûr, et aussi après la mort des personnes qui probablement l'ont le mieux connu. Je pense à Jacques Jacob, qui a été très important, et bien avant Cocteau, dans la vie de Radiguet. À partir de ce moment-là, Cocteau s'est en quelque sorte un petit peu approprié Raymond Radiguet. Alors c'est à la fois dommage parce qu'il en a dit des choses qui n'étaient pas toujours exactes, et d'ailleurs certains contemporains encore vivants, je pense à Joseph Kessel ou à d'autres, ont reproché à Cocteau, ou Georges Auric, le compositeur, de travestir la vérité, de tirer un petit peu la couverture à lui, je crois qu'on peut dire ça. Mais d'un autre côté, cette légende a grandi en quelque sorte l'image de Radiguet. Il en a fait une sorte de mythe, ce qui était évidemment pour Cocteau une sorte de travers personnel et tout à fait honorable. Il en a fait aussi un mythe qui a continué à faire rêver. Peut-être connaîtrait-on moins le nom et l'œuvre de Raymond Radiguet sans Jean Cocteau. Ce sont les deux choses. Chloé Radiguet, comment vous définiriez-vous, comment vous pourriez définir la relation qui s'était établie entre Cocteau et Radiguet? Alors, elle a été faite d'admiration réciproque, d'affection aussi. Mais la grande différence, c'est que Radiguet aimait les femmes et que Cocteau était amoureux de Radiguet. Et ça, c'est une situation épouvantable pour Cocteau et pour Radiguet. La seconde partie de l'ouvrage comprend de nombreuses évocations de Raymond Radiguet et de son œuvre par ceux qui l'ont connu. À votre avis, Chloé Radiguet, qui peut en parler le mieux? Je dirais d'abord Joseph Kessel, parce qu'ils ont à peu près le même âge, qu'ils ont une amitié profonde
et qu'il y a eu un coup de foudre d'amitié. Et il y a aussi l'évocation de Valentine Hugo, qui, même 30 ans plus tard, écrit encore des choses magnifiques sur Raymond. Mais ils étaient des familiers. Valentine et Jean Hugo étaient comme des frères, disent-ils, de Raymond. Alors, j'ai entre les mains les œuvres complètes de Raymond Radiguet, publiées cette année donc, chez Grasset. C'est une œuvre plurielle, il y a de la poésie, il y a des romans, il y a du théâtre. Est-ce que tout le monde peut lire Radiguet ? Est-ce que tout le monde y trouve son compte ? Comment on doit aborder cette œuvre ? Écoutez, je crois que oui, chacun peut y trouver son compte. Les amateurs de poésie y trouveront de la poésie, et ceux qui s'intéressent au théâtre, du théâtre, au roman, des romans. Mais oui, je crois que Raymond Radiguet s'adresse à tous. Et ce qui est très frappant et singulier, c'est de voir à quel point il s'est essayé avec brio à tous les genres, finalement. Littéraire, ça c'est assez rare chez un auteur. Et oui, je crois vraiment que Radiguet s'adresse à tous, que ce soit les premiers poèmes qu'il a écrits quand il avait 14 ans, jusqu'au roman, bien sûr, Le bal du comte d'Orgel. Il y a aussi un essai formidable qui s'appelle Règles du jeu, un essai sur l'écriture, sur les littératures. Enfin, oui, je crois vraiment. Et puis cette œuvre considérable, 950 pages, je crois, que compte ce livre, pour un auteur mort à 20 ans, qui a commencé à écrire à 14 ans, qui n'a plus jamais cessé jusqu'à sa mort. Enfin, c'est très impressionnant. Je me tourne vers vous, Chloé Radiguet. On aimerait finir avec les mots de Raymond Radiguet. Quelle citation ou quel vers vous aimeriez entendre ? J'aime beaucoup celle-ci. L'originalité consiste à essayer de faire comme tout le monde, sans y parvenir. Mais merci à tous les deux. Merci Chloé Radiguet, merci Julien Sand de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Raymond Radiguet, l'écrivain qui a le diable au corps. Et je rappelle le livre que vous lui consacrez, Raymond Radiguet, un jeune homme sérieux dans les années folles, paru aux éditions Robert Laffont, ainsi que ses œuvres complètes qui sont publiées chez Grasset. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.